Je suis Morad Montazami, je suis le co-commissaire de cette exposition avec ma collègue Madeleine Decaulnay et nous avons eu donc le plaisir et l'honneur d'être invités par le NMNM à travers nos affinités communes et nos préoccupations pour une histoire de l'art méditerranéenne qui est une histoire de l'art peu documentée, peu exposée et donc avec la volonté de réinscrire le nouveau musée national de Monaco dans cette histoire connectée entre différentes capitales méditerranéennes, zones portuaires et refuges d'artistes divers et variés. La vision du surréalisme qui est donnée dans cette exposition, c'est de fait une vision d'un surréalisme plus cosmopolite avec l'esthétique de l'étrange, du bizarre, de l'onirique, dans une folie artistique, dans une excentricité poétique qui est finalement le miroir déformant de la violence du monde. L'opportunité nous a été présentée par le nouveau musée national de Monaco d'explorer ses collections, mais aussi dans les archives de la principauté de Monaco, qui a une longue histoire diplomatique et culturelle avec l'Égypte, et tout simplement dans la volonté aussi de révéler donc les villes-mondes méditerranéennes qui participe d'une histoire de l'art élargie. C'est aussi une ville qui apprend à rêver, qui apprend à danser. Ce sont aussi des villes qui arrivent à recréer le monde à leur propre échelle, de par les circulations d'artistes issus de tous horizons qui se retrouvent dans cet écosystème très local de Monaco ou d'Alexandrie. La salle qui s'appelle Monaco-Alexandrie Ville-Monde fonctionne donc un petit peu comme la matrice de l'exposition et montre aussi justement l'émergence de cette ville-monde, cette dimension maritime, portuaire, d'échanges commerciaux et politiques. On retrouve aussi dans cette salle toute la thématique effectivement des cabarets et de la danse. Et puis une figure de pionnier de l'art moderne égyptien et alexandrin qui est Mahmoud Saïd, qui est considéré en Égypte quasiment comme le père fondateur de l'art moderne, en lien direct avec le post-impressionnisme français. La littérature et la poésie sont au cœur de cette esthétique visuelle de la ville-monde et du surréalisme. Et ce rôle de la littérature, il va se préciser dans une salle de l'exposition qui s'appelle Caravane des Chimères, où on a justement un fragment de poésie de Valentine de Saint-Point, qui est une poétesse et militante de la cause des femmes, mais qui va quitter la France en 1924 pour s'installer en Égypte et continuer ses combats féministes et intellectuels depuis l'Égypte. Et donc là, c'est vraiment un exemple de dialogue entre des poètes engagés et les artistes visuels qui sont mis à l'honneur dans l'exposition. On a aussi des objets diplomatiques comme des statuettes et des amulettes d'Égypte antique offertes par l'Égypte à la principauté de Monaco, qui sont des cadeaux que peuvent se faire les États entre eux et qui s'avèrent des objets avec une certaine aura qu'on a eu le plaisir de pouvoir intégrer dans l'exposition pour leur redonner une vie, notamment dans la salle qui s'appelle Égyptomanie. Mais des artistes comme Kees van Dongen ou Alphonse Visconti, s'ils n'étaient pas proprement surréaliste, cultivait des affinités avec le surréalisme. Insulomania qui est le pendant de l'égyptomania, mais qui cette fois-ci concerne le désir d'insularité, une forme d'exil permanent à travers l'obsession de ces artistes et de ces intellectuels pour la mer, et notamment pour la faune et la flore marine qui se retrouvent d'Alexandrie à Monaco, une faune et une flore à la fois source d'attraction et de répulsion.
Et ce désir d'insularité ensuite va prendre d'autres formes jusqu'à l'émergence du noyau dur des surréalistes égyptiens, qui concerne donc la salle Vive l'art dégénéré et qui cette fois prend son titre d'une réaction politique, puisque le groupe des surréalistes égyptiens, notamment mené par Georges Henein, Ramsès Younan, Fouad Kamel et qui s'est formé au Caire, était une réaction à l'exposition de l'art dégénéré des nazis. C'est la solidarité avec les artistes ostracisés par les nazis que le noyau dur du surréalisme égyptien, qui s'est autoproclamé le groupe Art et Liberté, s'est formé. Une salle également qui s'appelle Déchirure et plaisir, où justement dans ces liens et généalogies méditerranéennes inattendues, on met à l'honneur 4 femmes puissantes dans leurs poèmes, dans leurs dessins, dans leurs sculptures, dominatrices, des femmes qui reprennent le pouvoir sur une histoire de l'art principalement écrite par des hommes. Ce féminisme provocateur et ce surréalisme féministe, on pourrait dire, et des penchants égyptophiles dans certaines sculptures ou certaines représentations de sphinges et donc de sphinx au féminin. Un univers fantasmagorique, imprégné d'érotisme. Dans la dernière salle de l'exposition, Monaco-Alexandrie, ville nocturne, qui est finalement le prolongement de Monaco-Alexandrie, ville-monde, une ville qui rêve, une ville qui danse, une ville qui s'affiche. On va être plongé au cœur des relations scéniques, théâtrales, les opéras et les ballets pour lesquels beaucoup de ces artistes, que ce soit Giorgio de Chirico, mais aussi Léonore Fini, et Maillot vont tous interagir avec ces arts de la scène, avec les arts de la performance, notamment en dessinant les costumes, en participant à la création des décors, également avec des références au cinéma, avec le grand cinéaste Youssef Chahine, dont on montre un extrait du premier long métrage Papa Amin, où finalement la frontière entre les arts élitistes et aristocratiques du ballet, du théâtre, vont aussi se mêler et se décloisonner au contact de danse et de spectacles plus populaires et traditionnels. Il est clair que la majorité des artistes de l'exposition sont des figures à redécouvrir, à réhabiliter, et que c'est vraiment le sens premier de cette exposition que de leur redonner une scène vivante et à la mesure de leur talent, de leur créativité.